Allez, c'est parti pour une nouvelle émission de Devant le match. Bonjour à tous et bienvenue, vous êtes sur RIG 90.7 à Blanquefort. J'espère que vous allez bien, nous on est chaud en studio, il y a une grosse émission qui approche, qui va arriver. On est méga chaud autour de la table, il y a beaucoup d'invités une nouvelle fois ce soir. Et voilà. Du coup, messieurs, j'ouvre les micros, je vous présente. J'ai les mêmes avec moi, comme tous les soirs, comme tous les vendredis soirs. J'ai Bernie. Salut à toi, Bernie. Salut Benji. Ça va ? Eh ben écoute, très très bien. Ouais. Très content des invités, donc Eh oui. parfait. Avec moi, j'ai aussi Alex. Salut à toi, Alex. Capitaine Alex. Non, c'est Capitaine Bernie, s'il te plaît. Stagiaire. Mais il l'a pas dit. Hein. Commence pas les saucisses. Bon. Voilà. Comment tu vas, Benji ? Ça va très bien, en forme, comme d'hab. Il fait beau en plus, c'est magnifique. Ah, il fait beau, il fait chaud même. Et oui. Avec nous, on a également le retour de Seb. Salut à toi, Seb. Bonsoir messieurs, bonsoir à tous. Tu vas bien ? Bah ouais, ma foi, une semaine riche en émotions, qu'on soit supporter de football et encore plus si on est supporter des Girondins comme nous, puisque quand même ils font quelque chose de bien dans ce club. C'est-à-dire que pour annoncer le lendemain tu m'en as parlé. Tu voulais pas que ça se passe plus discret, tu pouvais c'est pas. passé crème. C'est passé direct. C'est sûr. Et pour tous les détails croustillants, Girondin Analyse. Juste après, 21h, ça. on aura un journaliste de Sud-Ouest en direct avec nous et Flo, le leader des Ultramarines, pour nous raconter un petit peu comment ça va se passer maintenant. Et messieurs, je compte sur vous pour me rappeler qu'on doit libérer l'antenne à 21h pile, même un petit peu avant. Libre les Girondins Analyse. Donc une grosse émission apparemment. Oui, grosse émission. C'est pas tous les jours que ton président historique quitte son... Transition toute Ben faite. t'as régalé. Et voilà. Président historique aussi. Pour parler du président. On en parlera après. Du coup, je vais te présenter. Oui, salut à tous. Ça va ? Bah écoute, impeccable. Nous aussi, on va avoir du très beau monde. Et donc, on a un président nous aussi en plateau, un président historique donc du SAM Football pour ceux qui sont de la région bordelaise. Bonsoir président, je vais vous laisser donc vous présenter aux auditeurs. Oui, bonsoir à tous. Oui, je suis depuis maintenant 10 ans. Le temps passe. Déjà 10 ans. Déjà 10 ans. Il y avait déjà des cheveux blancs à l'époque ou pas? Oui, je suis un ancien joueur du SA Mérignac. J'ai fait toute, ma carrière sportive au SA Mérignac. Vous avez jamais pris de 6-1 en retour d'une Coupe d'Europe, vous? Non, c'est pas arrivé? Non, des grosses... non, comme ça, non, je me souviens pas. Je les ai oubliés. Si, mais après avoir gagné 7-0 à l'aller, ça va. Ça change tout. Oui, donc j'ai été joueur, bien sûr, joué en équipe première pendant 13-14 ans. Voilà, on est monté entre la 4e division. C'était la CFA aujourd'hui, c'est ça? Maintenant c'est la CFA, oui, ça correspond à la CFA. Quelle est l'actualité du SAM, parce qu'on vous entend comme déjà au sommet de cette pyramide-là. On vous entend souvent en Gambardella, toujours dans les 16e, 8e. Vous avez même fait, moi je suis venu à Robert Bath en quart, contre Marseille. Non, en quart, c'était à Strasbourg. Non, mais là je parle il y a 4-5 ans, facile. 5 ans, non, c'était en 8e. C'était en 8e contre Marseille, 8e. Un petit 10 là qui vous avait fait beaucoup de mal. Oui. Mais voilà, vous tenez quand même la dragée haute un petit peu à tous ces clubs. Aujourd'hui, où en est cette école de formation que vous tenez? C'est notre ADN. Hein. Nous avons pas trop de moyens, je veux dire, financiers. Malheureusement, le football, maintenant, c'est de l'argent. Ouais. Et nous avons choisi une autre voie, qui est la formation. Donc nous avons des éducateurs de qualité. Ça part même des U11, je ne veux pas dire des débutants, mais presque, jusqu'au sommet de l'équipe première. Ce sont des éducateurs formés, avec des diplômes importants, et nous basons tout sur cette formation. D'ailleurs, notre équipe première est à plus de la moitié, moyenne d'âge 25 ans, 24 ans. C'est très jeune parce qu'on en a qui ont 18 ans, hein, qui jouent dans l'équipe. Nous basons tout sur cette formation. Et effectivement, la Gambardella, c'est
C'est votre visibilité, c'est votre vitrine. Visibilité du club. Effectivement, on fait souvent de bons résultats. Vous parlez de moyens financiers, on entend et on a reçu un membre du Stade Bordelais, c'est un petit peu le club le plus riche à ce niveau-là en CFA dans la région. C'est marrant quand même qu'une ville comme Mérignac, qui est la commune la plus riche de l'agglomération bordelaise, n'arrive pas à attirer quelques petits partenaires. Faut demander plus au Bistrot Régent. Oui, on va lui faire de la publicité au Bistrot Régent. Il est juste en face de chez nous, c'est juste ça, là-bas, et très bon partenaire, très, très gros partenaire, effectivement. Oui, c'est vrai mais la ville nous aide beaucoup, mais on est aussi dans une démarche sur la ville de Mérignac, qui est le sport pour tous. C'est-à-dire, nous, il y a quand même, c'est un club, on est 630 licenciés. C'est pas rien. Rien que pour le foot. Rien que pour le foot. Je crois que le club du SAM, alors là je parle Omnisport, je crois que c'est un des plus gros clubs Omnisport de France, il me semble, hors Île-de-France. Voilà, c'est le plus gros club Omnisport de France, en dehors de la région parisienne. Ouais. Voilà. Donc, ce qui est quand mais même on est cinquième. Cinquième. Ouais, vous n'êtes pas trop loin quand même. Voilà, on n'est pas très loin, oui. Ouais, donc c'est une sacrée performance de tenir donc la dragée haute, notamment en Gambardella, puisqu'après derrière c'est un peu plus compliqué, puisqu'on parle de moyens financiers et nous on entend déjà parler de primes de match, de salaire en CFA. Alors pour les auditeurs qui nous écoutent, pour la 4e division, c'est vrai que c'est surréaliste, mais il n'est pas rare de voir quelqu'un qui touche un SMIC, voire plus, avec les primes en CFA. Tout à fait, c'est vrai. Et nous, on n'est pas là dans cette démarche. Il n'y a aucun salaire, et ils n'ont pas de salaire. Il y a une petite prime de match, parce que on est quand même obligé de défrayer un petit peu, mais à la victoire. Ouais. S'il y a un match nul ou défaite, il n'y a pas, quoi. C'est le goûter. Voilà. C'est le Nutella. Après, c'est l'ambiance, c'est la convivialité. Il y a tout ça qui fait que on fédère et on garde quand même nos garçons. Et on ne va pas non plus trop chercher dans les clubs à côté des joueurs. On fait avec nos moyens. J'ai une dernière question, après je laisse la parole, Bernie. Est-ce que justement vous avez des recruteurs de clubs professionnels qui viennent vous voir, qui viennent peut-être même vous harceler, je sais pas, ou harceler les garçons, qui viennent peut-être mettre leur dose, enfin le monde professionnel qui vous rattrape quelque part. Comment ça se gère, ça? Effectivement, quand on est justement dans cette démarche de formation, où on est reconnu pour être club formateur, il y a beaucoup de monde qui viennent voir nos jeunes. Et que ça soit de Tours, d'Angers, de Lorient, de Lyon, enfin il y a plein de clubs autour des recruteurs qui. Vous n'avez pas Bourg-en-Bresse qui vient vous voir apparemment. Qui viennent voir nos jeunes, mais enfin moi ça me désole un petit peu, parce qu'ils les prennent jeunes et puis après s'ils passent pas, ils sont perdus, quoi. Alors que s'il restait un petit peu plus longtemps dans les clubs, on a eu l'exemple de Lilian Lasland qui était chez nous depuis cadet, c'était les cadets nationaux à l'époque, qui a fait sa carrière, qui est parti qu'à 19 ans, 19-20 ans, où il est parti d'abord à Saint-Seurin, c'était pas encore Libourne de Saint-Seurin, c'était Saint-Seurin, et après il est parti à Auxerre. Mais s'il doit partir, le jeune, il va sortir. Ouais. Mais c'est pas 14 ans, 15 ans, mais moi ça me désole un petit peu qu'ils partent comme ça. Parce que on leur casse leur carrière, parce que tout de suite, on en fait des petites vedettes là, et puis ils ont rien fait, quoi, encore. Je voulais aborder le cas d'un joueur, puis ça me fait penser à ça, et qui a joué dans votre club, je me souviens plus son prénom, son nom de famille, c'est Awana, l'arrière droit qui ensuite est allé au Stade Bordelais, mais c'est vous qui l'avez formé au SAM. Il a signé à Auxerre et aujourd'hui je crois qu'il est à Concarneau en national, où c'est un peu compliqué pour lui, je crois. C'est dommage parce que ce joueur-là, peut-être qu'il aurait eu besoin un peu plus de formation peut-être au SAM avant d'aller tutoyer entre guillemets les sommets du monde semi-pro. Voilà, oui, il est parti trop jeune, encore une fois. Il est parti, c'est vrai qu'Auxerre l'avait contacté et c'est lui qui a fait ce choix d'y aller. Et il n'est pas sorti, parce que je crois même la première année, je crois qu'ils l'ont prêté à Dijon. Oui, c'est ça. Donc voilà, il a pratiquement pas joué. Et là, il est à Concarneau. Maintenant, il est à Concarneau. J'ai même plus suivi, parce qu'on en a tellement qui sont partis dans la nature.
que bon. D'ailleurs, c'est pareil, il est avec Charlie. Bon, on fait une petite aparté sur les joueurs du Cru. Il est avec Charlie Dutournier qui a joué au Stade Bordelais, à Concarneau, prêté par Dijon aussi. Mais qui a joué chez nous. Hein. Qui a joué chez vous. Là aussi, il y a tout un réseau d'agents qu'on va pas citer, parce que bon, ceux qui sont au bord des terrains peuvent le savoir, mais c'est vrai que il y a de l'argent même en semi-pro aujourd'hui, quoi. Oui, bien sûr. Donc chapeau à vous, président. On voulait vous tirer notre chapeau parce que d'évoluer et de garder un niveau d'excellence, une ambiance club, c'est pas partout. C'est pas partout, non, effectivement, mais c'est ce qui nous permet aussi de toujours être présent. Il y a quelques saisons de ça où on a fait un petit peu le vide auprès des joueurs qui ne correspondaient plus trop à ce que l'on recherchait. Ça devenait le Real Madrid. Voilà. Président la double. Voilà. Florentino. On va dire ça comme Florentino. Ça. Bien sûr, ça nous a valu de descendre de CFA2 en DH et de DH en DSR. Ouais. Mais il n'y a pas catastrophe, quoi. Je veux dire, on s'était mis 2 ans pour remonter avec des jeunes. Alors là, c'était l'équipe Biberon. Mais on est remonté au bout de 2 ans, quoi. Et cette équipe, maintenant, il y en a d'autres qui arrivent, il y en a qui intègrent le groupe. Et bon, on est en DH. Bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais on s'en sort. Ouais, vous n'avez pas l'air stressé, président. Non, pas du tout. Non, il n'y a pas de... l'entraîneur, Johan Ruffa, qui est notre ancien RTGiste, qu'on disait tout à l'heure. Ouais. On parlait en off. Voilà. C'est un bon, on nous dit dans les coulisses. On nous dit derrière. Ouais. Johan Ruffa, à qui on a fait confiance, c'est son premier poste d'entraîneur d'équipe première. C'est-à-dire, il a 2-3 joueurs qui sont un peu plus vieux que lui. Bon, voilà. Mais on lui fait confiance, mais il n'a pas de pression, quoi. Je veux dire, mais ça n'arrivera pas. On espère que non. On fera tout pour. On va prier la Sainte Vierge. Voilà. Non, mais comme on lui a dit, bon, mais si jamais ça marche pas et qu'on est obligé de redescendre, on redescendra. Mais c'est pas pour ça qu'on te dira, voilà, la porte est ouverte. Attends, on est dans cette démarche et je trouve que c'est sain, c'est beaucoup plus sain comme ça. Bernie, tu avais peut-être une question un peu le modeste parce que les seniors ils sont premiers ex aequo là. Les seniors non, c'est Arlac. C'est Arlac qui est premier. C'est Arlac. Excusez-moi de tout checker, les gars. On leur a donné un bon coup de pouce parce que. Quand vous avez fait la machine à laver, je suppose qu'ils sont allés à Arlac, c'est ça, non? On a battu Villeneuve-d'Ornon qui était leader. Ah voilà, tu vois, il y avait un inversé. Ils étaient bien contents. Monsieur Daroman, avec qui j'étais hier à une autre réunion, nous a bien remercié du coup d'avoir fait tout ça. Ouais. Voilà. Non, on est 10e place, je crois, ou un truc comme ça, 10 ou 11e. Mais il y a 4-5 équipes qui sont en 2-3 points, quoi. On est à 3 points, je crois, de la 7e place. Bon, ça va vite, après c'est comme en Ligue 1, c'est un peu serré. Une victoire, et puis voilà. Donc, bon, il n'y a pas le feu à la maison, et puis on gère ça tranquillement. Alors, je fais pas le modeste, mais c'est notre philosophie de club. Voilà, c'est ce qu'on a. C'est les valeurs du sport parce que bon, c'est vrai que toutes les semaines on parle du sport pro, etc. Donc on a voulu amener cette dose, et de mettre en valeur aussi les clubs de la région. Ouais. Et ça fait du bien d'entendre des discours comme le vôtre. Donc c'est pour ça qu'on est tous ravis. Alors pour les auditeurs qui nous écoutent, le programme continue puisqu'on va recevoir Yannick Nambo. Je ne sais pas si vous avez entendu parler Yannick Nambo. C'est un écrivain qui a fait un centre de formation pro, qui est d'origine gabonaise et qui a écrit un super bouquin. Il a eu une tribune notamment dans Libération, et aussi Laurent Ruquier qui lui a fait un relais sur son œuvre. Donc ça va être intéressant de voir un petit peu le grand écart entre la littérature et le football, et puis qui nous parle un petit peu de son livre. Benji, on a Yannick là en ligne ? Oui. Oui, bonjour Yannick, c'est Jean Aurel. Vous allez bien ? Bonsoir, ça va et vous ? Oui, c'est un grand plaisir de vous avoir en direct. On s'était parlé déjà en off. Et voyez, on était en train de parler avec le président du Sam Foot qui est à Mérignac, là ici en Gironde, de valeurs qui sont un petit peu plus difficiles à transmettre aujourd'hui. Et ça fait plaisir d'avoir des gens comme vous qui osaient prendre la plume pour transmettre un message. Écoutez, merci, c'est plaisir partagé. Merci de me donner l'opportunité de parler de tout ça à votre antenne. C'est vrai que les valeurs,
c'est quelque chose d'important à tous les niveaux, surtout quand on a connu un peu certaines difficultés dans le monde du sport, dans l'éducation, etc. Donc vraiment, c'est une belle opportunité, je vous remercie. Yannick, on parlait de grand écart entre le monde pro et du foot pro et donc la littérature, hein, donc vous êtes aujourd'hui un petit peu l'emblème dans notre émission ce soir. Racontez-nous un petit peu votre parcours footballistique déjà. Comment vous en êtes venu comment vous en êtes venu de footballeur à écrivain quelque part, si je peux caricaturer? Alors footballeur, tout est relatif. J'aurais aimé qu'on parle de moi en tant que footballeur professionnel. Et voyons, on en parle. Malheureusement, j'ai pas eu la chance de le devenir. Alors moi, c'est clair, hein, j'ai fait ma scolarité tranquillement dans ma petite ville d'Evry. C'est là-bas que j'ai commencé en 13 ans. Quand on est dans l'Essonne, forcément, le club phare c'est Bretigny. Sur Orge, le club de Bretigny qui a connu Patrice Evra, Mehdi Benassia, Grégory Sertic, etc., etc. Briand aussi peut-être, non? Jimmy Briand, il y en a beaucoup qui sont passés par Bretigny, donc on a tous un peu passé par là. Il y avait un sport-études avant d'arriver en senior et là j'ai eu la chance d'avoir un entraîneur qui s'appelle Christophe Prudon, qui est aujourd'hui superviseur pour l'Olympique de Marseille. Qui m'a donné l'opportunité d'aller toucher au championnat de France amateur. Donc CFA, c'est déjà un niveau intéressant. On compte les réserves pro. On est confronté aux stars du foot de demain. Donc on fait de beaux déplacements. Il y a une vie de groupe. Voilà, c'est vraiment intéressant. Mais ce qui était aussi intéressant pour moi, c'est de garder un pied vraiment sur terre dans le monde professionnel, parce que j'ai travaillé très tôt. Je suis allé au bout de mes études jusqu'au master. Et ma foi, je trouvais que vous me faites rougir, Yannick. Désolé, c'était pas le but. Moi, j'adore rougir. Et ça m'a permis de consolider certains acquis que j'ai eu avec le temps, de me confronter à la réalité. Et puis très vite, j'ai travaillé. J'ai eu très tôt des responsabilités dans la fonction publique territoriale et d'État. Et puis voilà, avec audace, on essaie de saisir les opportunités et aussi j'ai eu la chance d'avoir une bonne éducation avec pas mal de valeurs inculquées et aujourd'hui vu que je me suis occupé, j'étais directeur des services à la jeunesse justement dans une autre ville, la ville de Savigny-le-Temple, en parlant de football, qui a connu un certain, je crois que c'est Kingsley Coman qui est du coin. Lui on le connaît pas, on n'a jamais entendu parler, hein, Yannick. Voilà. Donc voilà, je me suis occupé de la jeunesse là-bas, ça m'a donné encore plus de bagages avant d'intégrer le ministère de la Culture et de la Communication. Et à côté de ça, donc, je crois que c'est à chaque fois que j'ai eu quelques soucis dans la vie où j'ai été inspiré pour écrire. J'avais écrit un premier bouquin qui s'appelait La France multicolore mécanique, qui parlait en gros des bienfaits de la diversité et qui fustigeait un peu ceux qui avait un peu de facilité à mettre sur le dos notamment des populations immigrées tous les maux de la société, les maux MAUX. Donc c'est un premier essai, j'étais beaucoup plus jeune, beaucoup plus impétueux, beaucoup plus impertinent peut-être, et beaucoup plus immature. Donc j'ai voulu explorer un nouveau style, un nouveau genre en étant sur du roman, et ça a donné Malvo, donc ce livre qui vient de sortir il y a peu. Voilà, à côté de ça, j'ai d'autres engagements plutôt clair sur la défense de la démocratie, des droits humains, etc., etc. Donc, ouais, c'est marrant hein, pour quelqu'un d'impétueux, comme vous dites, d'immature peut-être. J'en connais pas beaucoup qui écrivent des livres pour prouver ça. Mais alors racontez-nous un peu Malvo. Qu'est-ce que c'est que ce roman? Ça a l'air mystérieux. Où est-ce qu'on peut le trouver? Parce qu'on fait aussi, on veut promouvoir des acteurs comme vous. Je trouve que votre message il est magnifique et vous prêchez un convaincu en plus. Donc racontez-nous un petit peu cette histoire de Malvo. Écoutez, Malvo, c'est un livre que j'ai écrit à peu près en 8 mois. En 8 mois, comme je disais, j'avais l'idée. Au début, j'écrivais vraiment en vrac les choses et avec le temps, ça s'est structuré. Moi, je voulais créer un univers assez mystérieux autour d'un personnage aussi mystérieux. Dans la littérature française, il y a très peu de héros, entre guillemets, un peu atypiques, de héros qui parlent à tout le monde. J'ai l'impression que souvent on cherche des héros qui parlent à une certaine population et qui laissent les autres. Moi j'ai voulu trouver un héros un peu universel. Alors Malvo c'est
C'est un monsieur d'une quarantaine d'années qui est avocat international, mais qui est aussi une sorte de nettoyeur qui se perd un peu dans des histoires un peu sombres de temps en temps. Et le livre nous emmène dans tout son parcours, mais aussi dans tous ses tiraillements et questionnements. Est-ce que la fin justifie les moyens? Est-ce qu'on se laisse assez de temps pour lâcher prise? À quel moment on prend ses responsabilités? Est-ce que finalement on est prêt à laisser de côté certaines valeurs pour réussir à tout prix? Voilà, je pense que c'est aussi dans ça que ça peut parler à tout le monde, parce que dans Malvo, il y a toutes sortes de questionnements auxquels on est tous confrontés, à un moment ou à un autre dans la vie. Et voilà, donc c'est un héros assez charismatique, un peu un anti-héros de temps en temps, mais qui nous emmène de par son parcours, dans plusieurs, qui nous fait voyager un peu. C'est vrai qu'on se balade un peu dans plusieurs pays, avec beaucoup d'affaires plus ou moins sombres, avec beaucoup de clins d'œil à l'actualité aussi, des analogies que j'ai essayé de faire de manière assez maligne. Donc je sais pas si ça a pris, enfin en tout cas je l'espère. Les premiers retours sont bons, et aujourd'hui Malvo, on peut le retrouver sur le réseau Fnac, Amazon, dans toutes sortes de librairies. En fait, toutes celles et ceux qui veulent se procurer Malvo peuvent le faire via Internet ou aller dans n'importe quelle librairie. S'ils l'ont pas sur place, ils ont toujours la possibilité de le commander. C'est marrant ce que vous dites, parce que ça fait un peu penser à l'œuvre de Camus quelque part, ces personnages qui s'adaptent un peu au monde ambiant, avec des valeurs qui se perdent, et à la recherche aussi de ces valeurs-là, un peu de mystère, où on ne dit pas tout sur les protagonistes, mais il y a quand même un fil conducteur qui est assez fort. Quelque part, vous vous inspirez des génies d'antan, alors, si je comprends bien. Écoutez, je sais pas, moi, on fait référence à Camus, moi je l'avais jamais cité, je crois que j'ai beaucoup trop d'humilité pour le faire, c'est quand même moi, quelqu'un je l'ai fait pour vous. Mais merci, ça marche encore mieux quand ça vient de quelqu'un d'autre. C'est vrai que oui, c'est des références que je crois que tous ceux qui aiment la littérature peuvent reconnaître. Après oui, c'est clair, moi j'ai surtout voulu, dans la construction des personnages, dans la dimension des personnages, et aussi dans certaines péripéties, me servir de mon référentiel. J'ai la chance d'avoir vécu beaucoup de choses, d'avoir été impliqué dans beaucoup de choses différentes, donc à chaque fois j'ai vécu des événements qui m'ont permis à moi de me projeter de projeter le lecteur dans cet imaginaire. Donc voilà, c'est important, et vu qu'on est sur une émission qui parle de foot, pour parler un petit peu du livre aussi, le premier scandale dans le livre dans lequel Malvo est empêtré, c'est une affaire avec un footballeur, par exemple. Voilà. Il y en a d'autres, mais ça commence un peu comme ça. Ça planque le décor, on va dire. Je trouve que ça tombe bien que vous soyez là ce soir, Yannick, parce qu'on a un président d'un club amateur qui a pignon sur rue ici en Gironde. Et on parlait de valeurs justement qui disparaissent et dont le président essaie de remettre au goût du jour. C'est vrai que même dans le sport, parce qu'on parle de la société, mais le sport est aussi un vecteur fort de la société, c'est marrant cette recherche de la performance, quitte à s'en oublier aujourd'hui. Absolument. Mais moi je crois que le sport, le foot en particulier, c'est juste ça crée un effet de loupe sur les maux de la société. La performance, la compétition à tout prix, c'est pas pour tirer sur le PSG, mais c'est aussi l'effet PSG, l'effet Qatar. Paris est magique. Attention Yannick. Paris est magique, sans doute. Moi je suis supporter marseillais. Paris est sans doute magique. Non mais j'ai rien contre le PSG, si ce n'est qu'ils m'ont recalé une détection quand j'avais 12 ans et demi. Voilà, c'est peut-être la seule petite rancœur que je peux avoir, mais c'est aussi peut-être que j'étais pas assez bon. Mais pour revenir à la question, oui, c'est ça, c'est un peu le culte enfin la performance en soi, c'est pas une mauvaise chose, on peut être bon sans forcément écraser l'autre. Oui, mais j'ai dit quitte à s'en oublier. C'est-à-dire à oublier les valeurs qui font qu'on est soi. À oublier les valeurs, et c'est encore plus important pour ce monsieur qui s'occupe du foot amateur. Moi, je pense que la base du football, elle est là. Voilà, c'est qu'il faut, avant d'essayer de former des footballeurs, il faut oublier de former des hommes. Ça, c'est hyper important. Dans beaucoup de clubs aujourd'hui, on transforme n'importe qui en éducateur, notamment pour les plus jeunes. C'est faux. Moi, je préfère quelqu'un qui sait
inculquer des valeurs d'homme plutôt que quelqu'un qui a une culture tactique footballistique, en tout cas pour les jeunes. C'est pour ça que la formation est importante, pour m'être occupé un peu de ces choses-là. Je vois quelles sont les dérives qu'on peut rencontrer ici et là. Et voilà, donc il faut à tout prix soutenir le sport amateur dans la formation pour encourager justement les encadrants à essayer de former des hommes et pas forcément des footballeurs qui deviendront des Prenel Kimpembe ou autres, etc. Parce que voilà, il faut je pense des Maxime être Lopez. un peu plus ou des Maxime Lopez, voilà. De toute façon, si on veut avoir des champions qui marchent sur la durée, il faut penser à cette construction éducative, sinon c'est pas bon. Parce que il y a plusieurs vies dans la vie d'un footballeur. On est footballeur et après qu'est-ce qu'on fait? C'est pas tous qui deviendront coach, c'est pas tous qui deviendront éducateurs, c'est pas tous qui deviendront consultants sur Canal+. Donc à tous les niveaux, je crois qu'il est impératif de ne pas s'oublier. Il est impératif aussi de créer du lien. Pour le coup, créer du lien, là je parle vraiment en termes de moyens et aussi de valeurs entre le monde professionnel et le monde amateur. Sinon il y a un fossé et je crois qu'on n'est pas très bien. Je crois qu'en France, on n'est pas très bon à ce niveau-là. Seb, tu avais peut-être une question pour Yannick. C'est plus une remarque qu'une question, mais vu que le président est avec nous aussi, je vais en profiter pour lui demander, mais vous parliez de formation, dire voilà, il faut former des hommes plutôt que former des joueurs de football, mais est-ce que c'est pas mettre une trop grosse responsabilité sur un club amateur, que ce soit de foot ou de rugby ou de basket ou de n'importe quoi? Pour moi, un club de football, ça forme pas un homme. Il y a les parents avant pour apprendre à son enfant ce que c'est certaines valeurs, le respect, machin, tout ça. Alors après, peut-être, évidemment, ça peut être renforcé dans une structure sportive, mais je sais pas. Je trouve que c'est peut-être une trop grande responsabilité à mettre sur un club ou un éducateur. Ce que je dis, vous avez raison de le dire, mais ce que je dis, c'est pas exclusif. Moi, je pense qu'en matière d'éducation, c'est vraiment multifactoriel. On sait que les jeunes, moi je viens d'une ville avec des quartiers sensibles, par exemple. Je sais que les jeunes qu'on côtoie seront plus enclins à écouter l'éducateur sportif que le professeur, par exemple. Donc, moi, je crois que tout le monde a un peu son rôle à jouer par rapport à ça. Je dis pas qu'il faut transposer l'éducation d'un jeune homme ou d'une jeune femme, une jeune fille chez son éducateur sportif, mais par contre, je crois qu'il faut pas l'oublier. Il faut pas se contenter de dire le foot. C'est important quand le jeune vient avec son sac au terrain de foot, etc. Oui, bien sûr, le but c'est d'être performant, le but c'est de progresser, mais le but c'est surtout d'apprendre, de partager. C'est un espace extraordinaire où il y a une diversité énorme. Je disais tout à l'heure que c'est un peu un effet de loupe sur les mots de la société. Je vais un peu nuancer mon propos, parce qu'on a la chance dans le foot de ne pas voir ce qu'on voit ailleurs. Si on va chez les adultes, dans une société, dans une entreprise, parfois il y a des gens qui ne se parlent pas, il y a des gens qui sont tout de suite dans une certaine pression du chiffre, etc. Il y a parfois des problèmes de racisme, parfois des problèmes de religion. Moi, j'ai connu aucun vestiaire où il y avait ces problèmes-là. Donc c'est bien qu'il y a quelque chose d'important qui se joue dans la construction des jeunes hommes, des jeunes femmes, quand ils deviennent des sportifs de plus ou moins haut niveau. Et c'est ça. Moi, je pense qu'on peut pas faire du sport de haut niveau sans avoir la tête bien faite. C'est pas possible. Et on parle de valeurs. Et là, je parle maintenant tout de suite de ce qu'il y a dans la tête. Enfin, je dis pas qu'il faut transformer tous les footballeurs en Einstein, mais on l'a vu. Ce qu'il y a dans la tête, c'est pas seulement la manière dont on est capable de réfléchir, c'est aussi une certaine force mentale. Et ça se forge aussi avec l'éducation. Et pour faire un clin d'œil à l'actualité, je crois que c'est Gary Lineker qui disait ça, qui disait le foot est un sport qui se joue avec les pieds et qui se gagne avec la tête. Il a raison, et je pense que si on veut durer, il faut que la tête soit bien faite et qu'on puisse avoir le comportement adéquat. On ne demande pas aux footballeurs d'être des exemples. Moi, je trouve qu'on en a trop fait, on a trop demandé aux footballeurs, aux Serge Aurier, etc., Naïsna, on en a beaucoup trop fait. À chaque fois qu'il y a un dérapage, on pense que ce sont eux qui sont finalement les causes de tous les maux de la société. Enfin, le footballeur a bon dos quand quelque chose ne va pas. Mais en revanche, voilà, il faut pas
oublier que les footballeurs sont des figures médiatiques et qui servent aussi d'exemple pour les plus jeunes. Écoutez Yannick, je crois qu'on est tous un peu sciés de votre discours tellement je pense qu'il est en adéquation avec tout ce qu'on pense nous ici autour de la table. Sébastien, non, mais il a raison, on demande aujourd'hui à des gamins de plus en plus jeunes, on demande à des gamins de 20 ans d'être des exemples et des modèles pour d'autres gamins de 20 ans. Je trouve ça complètement aberrant, il a totalement raison dans ce qu'il dit. On demande à un jeune aujourd'hui qui a 20 ans, 19 ans, qui arrive en pro, d'être de se comporter comme pas comme un gamin de 20 ans. Alors certes, il est pro, faut qu'il fasse peut-être attention, mais ça reste un gamin de 20 ans ou de 19 ans avec ce que ça comporte de comment on appelle ça, d'incertitude et de peut-être de dérapage ou des fois de sorties médiatiques ou autres un petit peu incontrôlées. Je trouve que c'est je sais pas, je trouve on demande trop tôt, trop vite à des gens beaucoup trop jeunes de se comporter comme des adultes. Je sais pas. Et surtout trop. Enfin, ça fait partie aussi des paradoxes de notre société. Moi, je suis pas là pour distribuer les bons et les mauvais points. Enfin, je m'en fiche un peu. Je pense que quand on est adulte, on est à même d'assumer ses bêtises. Mais je crois que le parallèle n'est pas idiot. Comment on peut expliquer aujourd'hui qu'un type comme Karim Benzema, il a fait ce qu'il a fait ou il n'a pas fait ce qu'il n'a pas fait, on n'en sait rien. Il a été banni de l'équipe de France. Enfin, on va pas refaire le débat parce qu'il y a des raisons que peut-être que nous on n'a pas, des raisons sportives. Il faut le comprendre aussi. Et de l'autre côté, on a des gens qui sont mis en examen, parfois condamnés, etc., et qui peuvent aspirer à nous diriger. Elle est là aussi l'aberration de cette société, et ce qui prouve aussi que quelque part on en fait des exemples, on veut en faire des exemples. Ils ont le droit de le rejeter, ça. Ils ont le droit de ne pas vouloir être ces exemples-là. Ils ont le droit de dire moi je suis un footballeur, mon moyen d'expression c'est le ballon. Ils ont le droit de le penser. Moi je pense qu'ils ne doivent pas se limiter à ça. Moi je pense qu'ils ont quand même une responsabilité, une certaine. À partir du moment où on a l'opportunité d'être des exemples pour les plus jeunes, je pense qu'il faut quelque part l'assumer. Quand on est vu, quand on est médiatisé, etc., on a de fait une responsabilité, mais il ne faut pas l'extrapoler et il ne faut pas en rajouter. Je trouve qu'on en fait un peu trop. D'ailleurs, ici en France. je vous coupe Yannick sur ce point-là. Ce que les auditeurs ne savent pas forcément, pour rebondir sur ce que vous dites sur l'image que l'on renvoie quand on devient professionnel et quand on signe dans un grand club ou même dans un club professionnel X ou Y, c'est que quand on signe un contrat professionnel, les droits à l'image, c'est-à-dire les droits qui vous appartiennent nécessairement, qui sont régis par plusieurs codes, à commencer par le code civil, tout simplement, appartiennent après au club. Ça veut dire que si vous voulez, donc vu qu'on a un média, on le sait bien, si vous voulez interviewer quelqu'un qui joue dans un club, il faut d'abord demander l'aval du club pour ensuite interviewer la personne. Ce qui est complètement fou. Alors, ce qui est cohérent, d'accord, dans une culture marketing, mais dans ce cas-là, on en revient tous à dire que le joueur est un produit marketing dans ce cas-là. Et puis c'est un autre paradoxe, c'est que on veut d'un côté on veut en faire des exemples, des adultes aguerris, accomplis, et de l'autre côté, on les infantilise en les couvant comme si, moi, j'ai l'impression que moi, à 15 ans, j'étais déjà plus autonome que certains qu'on voit là. Ils sont totalement infantilisés, couvés comme des petits poussins. Après, c'est le monde professionnel qui veut ça, il faut aussi le comprendre. Mais bon, voilà, moi, j'émets quelques réserves quand même par rapport à ça. Bon, mais Yannick, je crois que vous avez bien résumé tous les mots finalement du footballeur et beaucoup de mots aussi de la société. Donc ce sont des mots avec peut-être des solutions qu'on va trouver ou des pistes dans votre roman Malvo, c'est ça ? C'est ça, Malvo aux éditions Fauve. Et puis voilà, j'espère qu'il plaira, que chacun pourra le lire et en parler. Et puis on essaie de proposer quelque chose d'autre. Yannick, on a un jeune homme avec nous qui a envie de vous poser une question. Il a 17 ans, il va passer son bac, donc il est très spontané et il va vous poser une question. Vas-y Alex. Très bien, j'écoute, super. Alors bonsoir Yannick. Bonsoir. Moi je voulais revenir sur votre livre et je voulais vous demander si à un moment vous n'avez pas eu une panne d'inspiration ou vous vous êtes posé la question si vous n'allez pas abandonner ce projet de livre. Alors,
Comment tu t'appelles, excuse-moi? Alexandre. Alexandre. Bonsoir, Alexandre. Bonsoir. Oui, je crois que la panne de l'écrivain, je crois qu'elle arrive à tous les écrivains. Après, moi, ce que je me suis imposé, c'est à partir du moment où je sais, je ne force pas. Dès que je vois que c'est un peu plus compliqué, je passe tout de suite à autre chose. Et moi, comme je le disais tout à l'heure, c'est assez paradoxal, c'est un peu bizarre, mais à chaque fois que j'ai été inspiré, c'est quand la vie a été difficile, quand j'ai eu des difficultés professionnelles, personnelles. À chaque fois que je suis arrivé dans ces moments difficiles, c'est là que j'ai eu l'inspiration pour écrire et pour aller au bout de mon histoire. Mais vu que tu as 17 ans, que tu vas passer le bac, tu n'auras pas le temps d'avoir de panne d'inspiration quand tu vas passer le bac. Donc j'espère pour toi que tu pourras gratter le papier comme il faudra. Et puis voilà. Et de toute façon, que ce soit pour l'écriture ou dans la vie ou autre, on est toujours amené à être un peu en panne, à se poser des questions. Donc c'est humain. Le tout, c'est de savoir repartir tout de suite et de ne pas rester dans ses doutes. Et voilà, douter c'est bien, mais parfois il faut se dire que stop, on va de l'avant. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Yannick de nous avoir répondu ce soir. C'est vraiment très, très gentil de votre part. Donc on le rappelle pour les personnes qui nous écoutent et pour nos auditeurs, vous sortez donc le livre Malvo. On fera une petite publication sur notre groupe Facebook, donc on fera un petit lien pour que les gens sachent de quel livre il s'agit, etc. Donc n'hésitez pas, pour les personnes qui nous écoutent, à aller sur notre groupe Facebook Devant le match pour retrouver notamment le livre de Yannick pour le découvrir, parce que nous on en a un petit peu salivé autour de la table, en tout cas à vous écouter. Donc on vous redit merci. Merci à vous, merci, et puis continuez, c'est super. Merci beaucoup. Puis à une prochaine fois peut-être du coup. À une prochaine fois, merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Donc c'était Yannick au téléphone qui avait l'air très gentil, très sympa en tout cas, qui défend de très belles valeurs. Très belle valeur, et puis quel parcours, parce qu'il est très modeste avec donc son parcours footballeur. Il a quand même côtoyé du beau monde, ça il le dit pas forcément à l'antenne, et puis il défend aussi des beaux projets. Il a parlé notamment de son premier essai sur de la mixité, notre société qui est en France, qui est en plus c'est d'actualité, un vrai vivier, un vrai vivier de richesse, et il faut pas se diviser mais plutôt communier tous ensemble et essayer de se tirer vers le haut. C'est beau ce que je viens de dire. C'est beau. J'ai le temps de poser une question au président. Seb, et après on fera la pause. Vas-y. Juste président, je voulais vous poser la même question que j'ai posée tout à l'heure, mais juste pour avoir votre réponse. Est-ce que aujourd'hui, en plus dans le contexte, avec tous les problèmes qu'on peut entendre, que ça soit chez les jeunes, que ça soit dans le monde du football, machin, tout ça, est-ce que vous ressentez pas une espèce de, pas de pression, mais de dire voilà, aujourd'hui on met tout sur le dos des éducateurs, des professionnels à chaque fois. Je sais pas si dans votre équipe il y a peut-être eu déjà des problèmes sur un terrain de comportement ou extra sportif, je sais pas, peut-être des joueurs à vous qui ont fait des trucs un peu des bêtises, je sais pas. Non mais tu vois ce que je veux dire, ça on entend. Est-ce que c'est pas mettre trop de pression sur un club, sur ses éducateurs, ses entraîneurs ou son président? Enfin, je sais pas, vous pouvez pas contrôler. Il y a des parents aussi pour éduquer des gamins, quoi. Je veux dire, vous êtes pas. Ouais. Voilà. Débrouillez-vous avec ça. Non, mais tu sais que t'as embrouillé tout le monde. Non, mais ta question, elle faisait 1 kilomètre. Bah ouais, j'ai un collègue. C'est quoi, il avait une réponse, tu l'as embrouillé, tu nous as flingué Monsieur Toulouse. Sur moi. Il nous a flingué Monsieur Toulouse. J'y peux rien. Non, il est toujours. Appelez le 17. Attendez, les pompiers vont arriver. Tu refais plus ça. Non, mais est-ce que vous voyez à peu près ce que... je crois avoir compris. Je suis pas sûr, mais tu ne te répètes pas. Peut-être. Voilà. Si c'est pas ça. C'est pas grave. On enchaîne. On coupera au montage. C'est pas grave. Non, mais la formation, mais enfin, ce que je disais chez nous, la formation, effectivement, il n'y a pas que la formation footballistique. Effectivement, on a des éducateurs qui sont formés pour justement le ballon, le football.
mais aussi on tient à ce que ça se passe bien sur les terrains Ouais, et en dehors du terrain. Il est inconcevable qu'on aille rouspéter après un arbitre. Bon, on a tous été footballeurs, enfin, moi toujours. Bon, sur un coup, on peut... Ah ouais, mais c'est pas... Non, ça s'arrête là, quoi. On va pas courir derrière l'arbitre pour lui dire « Attends, mais t'es un barjot, t'es ci, t'es là. » Ça, il est hors de question que ça se passe chez nous, quoi. Et si jamais ça se passe, le garçon, il est appelé et on lui explique que, voilà, c'est fini, quoi. C'est la dernière fois, si c'est la première fois. Et s'il y a une deuxième fois, c'est la porte, elle est là-bas, quoi. Voilà. Nous, on tient à ça aussi. Alors, effectivement, bon, les parents, ils ont aussi un rôle à jouer. On rencontre... on a beaucoup de... Enfin, quelques familles, je ne vais pas dire beaucoup. Ils ont un Messi ou un... Dans leur famille. C'est ça. Et voilà, quoi. Je veux dire, c'est le champion du monde et il a 14 ans et puis ça y est, quoi. Et puis s'il joue pas, c'est le coach qui lui en veut. C'est surtout pas parce qu'il est pas bon. C'est que le coach, il est pas bon déjà, parce qu'il le fait pas jouer. Et puis on a des choses comme ça. On en a même eu un qui est venu pour jouer numéro 9. Alors, moi j'ai dit à l'entraîneur, j'ai dit écoute, tu lui donnes le maillot numéro 9 et tu fais jouer latéral. Comme ça, on n'en parlera plus. Bon, voilà, ça a duré 3 matchs. Au bout de 3 matchs, il a dit ça va pas, mon fils il est venu pour jouer 9, et voilà. Ben, ce monsieur est parti avec son fils. Mais je veux dire, c'est pas lui rendre service à son gamin. Bien sûr. Là, nous, on peut rien faire. Là, sur des trucs comme ça, on peut rien faire. Si les parents nous aident pas, alors des fois, quand on a des parents qui ils sont leur rejetons et ils les poussent, et on leur dit bon, attendez, calmez-vous là, on va pas en faire un professionnel tout de suite, on va attendre un petit peu, quoi. Et bon, on essaie de calmer. Alors, les parents, comme on dit, on les met à 10 mètres. L'éducateur, quand il arrive chez nous, que le garçon il passe la porte du jar, il est sous notre responsabilité. Et là, nous, on fait toute l'éducation qui va... l'éducation. On fait le maximum pour qu'il respecte la déontologie du club, toutes les valeurs que l'on met dans le club. Voilà. Et il n'est pas question qu'on ait des voyous ou des... Oui, bien sûr. Voilà. C'est normal. Voilà. Donc oui, voilà ta réponse, Seb. Oui, c'est très bien. Voilà. Vous avez bien mieux répondu que j'ai posé la question, mais on a fini par pas dur. Hein. Il te répondait juste oui. Il avait mieux répondu que ta question. Hein. On a fini par se comprendre. Non, mais c'est parfait. C'est empatouillé. Il y a des c'est très bien. Mais on y arrive, t'inquiète. Et du coup, je pense qu'il va falloir qu'on lance la pause pour que tu te remettes un petit peu de tes émotions. Lance, mon grand. On se retrouve dans 5 minutes pour avoir notre deuxième invité téléphonique de la soirée. Du très très lourd. Du très très lourd, et on parlera notamment de ce qui s'est passé cette semaine avec lui. Voilà, donc retour dans 5 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ? À tout de suite.